Entre phrases et mots qui deviennent des rimes, on peut voyager et traverser des océans, des montagnes, découvrir des cultures et des populations. Souvent, cela nous pousse à découvrir des choses auxquelles nous ne nous attendions pas. Le hasard nous amène souvent à découvrir des passions et, même en vivant loin, à en apprendre davantage sur ce que nous sommes, sur notre culture, nos origines et notre passé. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage passionnant à travers les sons, les mots et les mélodies des îles de l'océan Indien. Notre invité est Mo Abswar, un talent venu tout droit des Comores. Mo est passé par la Réunion où il a découvert l'art du slam, cette forme poétique performative où les mots se déclament avec rythme et émotion. Mais qu'est-ce que le slam exactement ? Imaginez la poésie moderne, mise en scène, véhiculant des messages puissants, des histoires personnelles ou des commentaires sociaux. Mo nous guidera à travers son parcours initiatique, partageant avec nous sa vie, son immersion dans la riche culture réunionnaise, les genres musicaux distincts des Comores et toute l'histoire de son évolution jusqu'à la ville de lumière, Paris. Soyez les bienvenus au 2e épisode de Short Stories de Historias con Acento, aujourd'hui avec Mo Abswar depuis les Comores. Bonne écoute. La France. La France, c'est beaucoup de choses. En tant que Comorien, la France, c'est triste, mais ça, la première chose qui vient en tête quand on parle de la France en tant que Comorien, c'est la colonisation, c'est la domination. Et derrière, la France a fait en sorte que ce soit aussi l'Eldorado. Donc ça fait deux choses. Alors je suis Comorien. Mayotte est une île comorienne également, aujourd'hui qui est un département français. Les Comores, c'est 4 îles, donc c'est un archipel. Mayotte, c'est les Comores. Donc géographiquement, culturellement, historiquement, Mayotte est une île comorienne. Maintenant, il y a eu, quand il y a eu les indépendances en 75, quand il y a eu l'indépendance des Comores, pas les indépendances à partir des années 60, mais les Comores, c'est en 75, il y a eu aussi un référendum après l'indépendance. C'est à partir de là que Mayotte est devenue française. En fait, déjà, c'est très complexe de séparer un pays. C'est-à-dire que là, la France a divisé un pays. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, c'est comme si demain, on vous disait que Marseille, c'est plus la France. T'es parisien, mais t'es plus français parce que... Ou inversement, on te disait que Marseille, c'est plus chez toi. Tu peux plus y aller, mais t'as ta soeur, ton frère, ta mère. Mais t'es pas à ta place et t'as plus le droit. Ils te font un visa pour aller voir les tiens. C'est ce qui s'est réellement passé, en fait. Donc, les Comores, c'est un archipel, donc les gens ont toujours vécu en allant d'une île à une autre. Puis un beau jour, on vous donne l'indépendance, mais on vous dit que l'île d'à côté, là où il y a ton frère, ta soeur, ta mère, tes tantes, c'est plus chez toi. Tu peux plus y aller. Avant, c'était très simple, mais en 1994, il y a eu ce qu'on appelle le visa baladure qui interdit les Comoriens d'aller à Mayotte. Et donc, ils sont obligés de prendre un visa. Et donc là, vraiment, il y a une scission. Vraiment, c'est plus chez toi. Sauf que c'est la même chose, c'est les mêmes personnes. J'ai mon demi-frère à Mayotte. Donc, il est mahorais, je ne suis pas mahorais. Moi, je peux y aller, je ne peux pas y aller. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? La langue comorienne s'appelle le shikomori. C'est une langue qui se décline je dirais, j'appellerais ça des variantes dialectales. C'est-à-dire, chaque île a une manière de parler, mais qui sont finalement, les 4 façons de parler, forment la langue comorienne et c'est commun. On se comprend entre nous. Ça varie d'un mot à l'autre. Sauf que ça fait partie de la langue. De toute façon, partout où il y a des gens, enfin, je sais pas, moi, il y a les Marseillais qui ont un accent. Pour les Marseillais, les Parisiens ont un accent, et ainsi de suite. Donc, il y a différentes manières de parler, mais ça reste la même langue. Donc, il y a des petites différences, des mots d'une île à une autre, mais c'est la même langue. Donc, il n'y a pas... Après, c'est une question qui ne mettrait pas... Peut-être que tu demanderais à un Mahorais, tu lui poserais la question, il dirait autre chose. Et c'est son droit de dire ce qu'il pense, parce qu'évidemment, la France nous a bien divisés au point que on n'a pas vraiment des rapports assez cordiaux. Il y a limite presque de la haine envers certains. Moi, je viens d'une île qui s'appelle Ngazidja, la Grande Comore, donc on parle du Shingazidja. Il y a une autre île qui s'appelle Anjouan Nzouani, donc il parle du Shinzouani. Il y a Moélie, il parle du Chimwali. Et Mayotte, ça parle du Chimaoré.
Donc, c'est quatre variantes dialectales, comme je disais, mais ça, à la fin, les quatre forment la langue comorienne. Et la gastronomie comorienne, on fait frire la banane, on la fait bouillir, on la fait au coco. La banane au coco, c'est très, très, très bon, c'est délicieux. Et oui, oui, ça fait partie, par exemple, du poisson, banane au coco, avec du poisson. Et c'est grave délicieux. Alors oui, il y a ce qu'on appelle le maélé namadaba. Maélé, c'est du riz. Namadaba. Et du coup, les feuilles de manioc. On prépare encore avec du coco. On peut mettre de la viande, du poisson ou pas. Euh, donc vraiment, je sais pas, à la limite, c'est presque notre caviar. Et quand on mange ça, souvent accompagné avec une sauce, de poisson ou de viande également, on mange beaucoup de viande. Euh, c'est vraiment un plat qui me rappelle mon enfance aussi. Beaucoup. C'est-à-dire même ici, adulte, quand un jour on tombe, je sais pas, là-dessus, moi j'ai pas une grande famille ici, mais j'ai les sœurs d'un pote, par exemple, quand je vais chez eux et qu'ils ont du madaba, on retourne à la maison. Voilà. Quand on regarde l'enfance en France, par exemple, on avait la liberté. On était libre, mais réellement libre. C'est-à-dire qu'on était dans un pays où rester tard dehors n'était pas un problème, ça ne représentait pas un danger. On était dans le quartier, on pouvait rentrer à la maison à 21 heures et nos parents n'étaient pas inquiets et tout le quartier était là. Il y a cela, il y a cette liberté. Il y a aussi le fait que tout le quartier faisait partie de la famille. J'ai grandi à Moroni, c'est la capitale des Comores. Il y avait pas de plage, mais il y avait des plages juste à côté. À quelques kilomètres, la ville d'à côté, Itandra par exemple, il y avait la plage et tout. Donc oui, on avait la plage, c'était accessible, c'était presque là, pour un pays, pour un grand pays, c'est presque un quartier d'à côté. On dit une autre ville, mais c'est un quartier. J'ai grandi là-dedans, mais voilà, on avait cette liberté de sortir, de rentrer, et que ce que je disais, c'est que tout le quartier faisait partie de la famille. C'est-à-dire que je vais faire une bêtise, je croise un regard d'un gars du quartier, c'est comme si c'était mon oncle et j'arrête, parce qu'il peut me mettre une claque et me dire rentre chez toi. Ça, c'est très bien, ouais. Donc, on s'est beaucoup amusé. On n'avait pas beaucoup de jeux vidéo. Il y avait la télé dans une ou deux familles seulement. Donc, vraiment, on jouait beaucoup dehors. Ça, c'est la chose qui m'a marqué. J'ai vraiment joué dehors. Je me suis amusé et je me sentais libre. J'ai fini mes études. Enfin, j'ai fait ma licence au Comores. J'ai fait une licence de lettres à l'université. L'université des Comores est quand même assez limitée. Euh, il n'y avait pas la possibilité d'aller plus loin, mais moi, en dehors de ça, j'ai toujours eu l'envie de voyager, l'envie de découvrir le monde. Je voyageais déjà de temps en temps. La France, c'est un carrefour, mais je ne rêvais pas de Paris. J'avais juste besoin de liberté, comme je disais. Donc, à La Réunion, j'avais déjà tout ce dont j'avais envie. J'avais mon université à La Réunion, j'avais des potes, j'avais déjà, on peut dire, de la famille. Donc, euh, il y avait pas mal de choses. La communauté comorienne, elle est partout. La Réunion, les deux sont des territoires français, mais La Réunion, c'est très, très avancé comparé à Mayotte. Mayotte, Mayotte, c'est, je dirais, peut-être la Réunion d'il y a 50 ans et encore. Mayotte est resté. Mayotte, c'est juste la France dans le papier. Mais il y a énormément de misère, énormément d'insécurité, énormément de violence. Et on ne respecte pas beaucoup la loi française. C'est un des endroits où les dits migrants, c'est-à-dire les Comoriens qui sont chez eux, qu'on dit migrants quand même, eh ben, ils sont maltraités. C'est des choses qui sont impossibles à Paris, en France métropolitaine. C'est-à-dire on fait pas appliquer des choses comme le droit du sol, des choses qui sont appliquées ici ne sont pas forcément respectées à Mayotte. Donc, que ce soit au niveau du droit, au niveau de la vie, il y a une grande différence comparé à la Réunion. Euh, Comparé au reste des îles des Comores, c'est autre chose, mais comparé à la Réunion, non, non, Mayotte. D'ailleurs, les Mahorais viennent beaucoup à la Réunion. Ça crée une espèce quelque part une frustration aux yeux de certaines personnes et du rejet et un peu de haine. À l'île de la Réunion, j'ai fait un master d'information et communication
et un master en sciences du langage. Je suis pas allé au bout, puis j'ai fait autre chose euh, parce qu'à La Réunion, moi j'ai commencé à vivre du slam. Et là, j'avais des étoiles plein les yeux. Slam, c'est de la poésie, déjà. Pour faire simple, je dirais que c'est un art oratoire qui est à mi-chemin entre le rap et la poésie classique. C'est une forme libre de poésie qui est entre les deux et qui dit aux personnes qui veulent s'exprimer que vous pouvez, vous avez les mots, vos mots, et vous décrivez votre réalité telle que vous le souhaitez. Je parle de toutes les libertés. Ouais, liberté de mouvement, liberté de penser, liberté d'exister là où on veut, liberté de, d'emmerder, liberté de tout simplement s'approprier des codes des uns et des autres, d'en faire, d'en faire sien et d'exister à travers si on le souhaite. C'est-à-dire qu'ici, le slam est né dans un bar à Chicago. Son inventeur, Mark Smith, a eu envie de créer un espace où les gens peuvent venir d'où qu'ils viennent dans un bar. Donc, c'était des personnes plus bourrées, ouvriers ou autres. C'était pas l'élite. Donc, c'était des gens lambda qui étaient là et qui avaient envie de s'exprimer. C'est ça qui est intéressant. L'idée est que moi, des Comores, je puisse m'approprier des mots sans avoir, sans avoir lu Ronsard, Mallarmé ou Molière ou je ne sais qui, euh, mais pouvoir juste dire les mots parce que j'en ai envie. C'est ça qui est beau. Le slam me vient de la rencontre avec un pote, un ami que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais un pote qui s'appelle Gamil. Moi, j'écrivais des petits mots dans un petit carnet. J'essayais de faire des poèmes. Parce que j'avais vu un autre poète qui s'appelle Mahmoud écrire. Alors, je te raconte, c'est très marrant. Ça, c'est pas le slam, c'est la poésie. Mon premier contact avec la poésie était un moment iconique parce que j'allais chez un pote, on devait manger ensemble. On était très jeunes, j'étais au collège ou au lycée, je pense. Non, plutôt au lycée, je dis n'importe quoi. Au lycée, je vais chez ce pote, il était en première et j'arrive, il me dit, attends, ne m'embête pas, je suis concentré. Et assieds-toi, sers-toi à boire, assieds-toi. Moi, du coup, je suis curieux, je suis allé voir ce qu'il fait. Il était en train d'écrire un poème. Et moi, quand j'ai vu les rimes, j'étais impressionné de voir que, on pouvait enchaîner des mots et que ça allait bien. J'avais déjà vu des poèmes, j'avais déjà lu, mais des trucs. Enfin, mais là, je vois un pote, je vois quelqu'un que je connais. Je ne soupçonnais pas ce talent. Donc, j'ai vu, et bien, le texte était très bien, c'était un poème super bien écrit, et les rimes étaient incroyable. Donc j'ai eu comme, c'est comme si c'était la première fois que je voyais un poème, alors que j'en avais déjà vu, mais là, ça a pris un autre sens. Et c'est comme si quelque part dans ma tête, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. J'avais déjà des petits trucs, c'est comme un petit journal où j'écrivais des trucs. Et là, j'ai envie de faire comme mon pote. J'ai envie de rimer, j'ai envie de mettre la beauté, euh, j'ai envie d'apporter tout ça. Et donc, c'était de l'imitation. Ce que j'écrivais avant en prose, à ce moment-là, j'ai commencé à rimer. Euh, et à réfléchir, c'était très compliqué parce que quand tu écris un post, tu écris ce qui te vient dans la tête, mais là, tu as besoin d'organiser. Donc, c'était très complexe. Et je faisais ce travail-là quand j'ai rencontré ce pote dont je parle, Gamil, qui lui écrivait également. Euh, Quand on s'est rencontrés au Chioni, c'est l'école coranique, on s'est connus là-bas. Et donc, on se retrouvait chez lui pour écrire. Puis un beau jour, bon, on écoutait de la musique, et puis un beau jour, on a écouté un texte de Grand Corps Malade qui s'appelle Les voyages en train. Et là, on était quelque chose comme les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et puis, je ne me rappelle pas de la suite, mais c'est quelque chose comme. L'amour, c'est comme des voyages en train. Donc, tu montes dans un wagon et tu te rends compte que ce n'était pas le bon. Tu descends. Tu restes OK pour attendre le prochain train. C'est quelque chose comme ça. Donc, j'ai aimé cette beauté. Je me rappelle pas. Alors là, tu viens de me rappeler le fait que je devrais peut-être connaître ce texte. Pas par cœur, parce que c'est pas important, mais m'en rappeler plus parce qu'il a un sens important pour moi. Mais ce qui était beau, c'est de dire que on monte dans un train, on descend. Parfois, on se trompe de wagon, on change, on se trompe de train, on attend le prochain. Et ben, c'était beau cette manière de voir l'amour
On y va, on revient, on est déçu, on apprend, on passe un bon voyage, et des fois moins. Il y a des turbulences, mais il y a des problèmes. C'est pas un avion, mais il y a des problèmes par-ci par-là. Donc j'ai vécu ce texte vraiment de façon littérale. C'est comme si j'étais rentré dedans et je vivais les étapes dans ce train d'amour et de la vie. J'étais impressionné de me dire, bah, en fait, c'est possible, ça existe. Des gens qui parlent des mots, des mots de nos mots. C'est-à-dire que ce n'était pas, ce n'était pas intellectualisé, ce n'était pas quelque chose d'inaccessible. C'était juste les mots de tous les jours, utilisés en toute beauté pour raconter une histoire. Ça, c'était très touchant. Parce que c'était accessible, c'était possible. Mais en fait, ce qui s'est passé à La Réunion, c'est comme si j'avais rendez-vous avec cette île et je suis arrivé, donc j'étais à ma place. La Réunion, je me suis senti à la maison, immédiatement. Je pourrais ne pas connaître, ne pas avoir de lien. La Réunion, c'était vraiment, je l'ai vécu comme l'endroit où je devais être depuis toujours. Quand tu as rendez-vous quelque part et tu es à l'heure. Je suis arrivé, c'était là. À La Réunion, euh, euh, c'est le rapport à la culture. C'est-à-dire que nous, au Comores, il y a une très belle culture, une très grande culture, ancienne, comme beaucoup de pays, comme presque partout. Mais, mais on nous a pas élevés dans la culture comorienne. La Réunion, le rapport à la Réunion est un rapport très, très particulier pour moi et d'une importance capitale. Parce que quand je suis arrivé à La Réunion, j'ai compris l'importance de la culture, l'importance de l'identité, l'importance des valeurs, l'importance de faire partie d'un territoire et d'une culture. Euh, Nous, au Comores, on a grandi, on ne nous a pas parlé de notre culture, on ne nous a pas parlé de beaucoup de nos origines, on ne nous a même pas parlé de l'esclavage. On m'a jamais parlé de l'esclavage au Comores. Jamais. Je ne dis pas qu'on ne parle pas aux Comoriens, je parle de moi. On m'en a jamais parlé. Et j'arrive à La Réunion, je tombe sur une population qui célèbre l'abolition de l'esclavage à chaque occasion, tous les 20 décembre, dans le cadre de ce qu'on appelle la fête CAF. Une population qui est fière de ses valeurs, une population qui se bat pour retrouver sa dignité, une population qui s'émancipe du joug français qui veut quand même encore aujourd'hui leur enlever une part de leur culture, même s'ils sont français, mais ils veulent exister en tant que réunionnais, et donc français, mais surtout réunionnais. Euh, une population qui s'est affranchie de l'esclavage à travers l'art. C'est-à-dire que, certes, ils ont attendu d'être libres, mais ils ont réussi à travers leur musique, le maloya, la musique traditionnelle, ils ont réussi à exister. Il y avait même des instruments qui leur permettaient de communiquer entre esclaves euh, pour ne pas que les colons comprennent. Donc, il y a eu une invention de langue, de mots, de rythme. Ben moi, quand je tombe sur ça, je me rends compte de tout ce qui m'a manqué culturellement. La Réunion aussi a une période d'ignorance, comme dans toutes les cultures. On a essayé de leur enlever cette partie-là, hein. Il a fallu revenir sur ça et éduquer. Mais maintenant que ça se fait, tu as des artistes qui véhiculent ce message-là à toutes les générations. Moi, je suis arrivé un jeudi à La Réunion. Il y a une place qui s'appelle le Barachois. C'est à Saint-Denis de La Réunion, la capitale. Et tous les jeudis, il y a un attroupement de gens qui se regroupent pour jouer du maloya, la musique traditionnelle réunionnaise. Et ce qui est impressionnant, c'est que tous les gens qui sont là peuvent à un moment donné prendre la parole, chanter. Il n'y a pas de micro, tu as des instruments et on est là en tant que public. Et tu n'imaginerais pas que Carlos va à un moment donné chanter. D'un coup, il prend la parole, tu es choqué. Il chante des chansons traditionnelles pendant des heures. Et ça passe d'une personne à l'autre. Beaucoup de choses, c'est l'endroit j'ai commencé à faire des vraies scènes, je commençais à exister en tant qu'artiste, où j'ai été payé pour la première fois pour faire du slam. Donc j'ai compris que ce que je faisais pouvait m'aider déjà en tant qu'étudiant. Je pouvais payer ma chambre, je pouvais manger. Donc c'est incroyable de se rendre compte qu'on peut être payé pour faire ce qu'on aime. C'était trop beau. Donc du coup, je me suis mis à fond, j'ai bossé là-dessus. Euh, L'amour à la Réunion aussi est venu de par la poésie réunionnaise qui s'appelle le fonker, littéralement fond du cœur, donc ce qui vient du fond du cœur. Moi, on parlera peut-être plus tard de la poésie traditionnelle comorienne que j'essaie de véhiculer à travers ce que je fais.
et la poésie réunionnaise. Donc, je suis tombé amoureux non seulement de la culture, de tout en fait. Poésie dite en créole qui se veut venir du cœur. Donc, vraiment, tu t'exprimes vraiment des tripes et qui est véhiculée souvent à travers le maloya, la musique traditionnelle, mais qui est aussi présente partout. Et donc, j'ai découvert ce monde-là, et je me suis attaché à la Réunion, mais il y a aussi quelques années après aussi, tu apprends, quand tu es né dans une île, tu grandis dans une île, moi c'est dans un archipel en l'occurrence, j'ai grandi là-dedans, euh, tu voyages, tu vas dans une autre île où tu te sens vraiment à ta place, donc tu es toujours à la maison, c'est une continuité de ce que tu connais déjà, et à un moment, tu es limité par ta perception est limitée, enfin, ou du moins tu n'as pas envie d'être limité, donc tu veux dépasser cela. Euh, et là, il y a la contradiction des gens qui viennent de métropole, qui sont contents de rentrer chez nous, d'aller au paradis, parce que ils vont dans une île, c'est paradisiaque, ils ont la mer à 2 minutes. Mais moi, la mer, ça ne me fait pas rêver. C'est-à-dire que la mer, je connais ça toute ma vie. C'est-à-dire que quand toi, tu as une villa ou une maison au bord de la mer, tu es content. Quand je dis toi, je parle d'une personne lambda, peu importe. La personne qui est contente, moi, ça ne me surprend pas. Je connais ça. Ce n'est pas un luxe. Juste d'être chez moi et de voir la mer, c'est tout ce que j'ai connu. En fait, je veux voir au-delà de la mer. Donc, c'est ce qui s'est passé. À un moment, j'avais besoin de me faire voir ailleurs. Le slam, c'est un petit monde. Donc, une fois que tu es invité et que ça se passe bien, tu rencontres quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te réinvite et ainsi de suite. Donc, le pote colombien, il va t'inviter en Colombie, mais vous vous êtes rencontrés au Canada. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, toi, tu le réinvites, mais parce que je sais pas, moi, un millionnaire qui organise un festival en Inde, tu vas dire, je connais quelqu'un, il est italien, il fait du slam. Donc, on se fait ce qu'on appelle la passe, comme ça, à chaque fois. Donc, j'avais déjà pas mal voyagé quand j'étais à La Réunion, dans des festivals, j'anime des ateliers, des échanges, des conférences sur la langue. Parce que moi, ce que je mets en avant, c'est la culture comorienne qui épouse la culture créole. Donc, il y a une poésie traditionnelle comorienne, c'est en créole et beaucoup en comorien aussi. Mais le départ, c'est que dans le slam, il y a ce qu'on appelle les BIP. C'est des brigades d'intervention poétique, un truc comme ça. Donc, on débarque là, on ne nous attend pas. On fait des attentats verbales. Voilà, on fait des textes et on se barre. Et quand j'ai appris ça, j'étais super content. Mais j'ai appris aussi que chez moi, on avait ça avant le slam. Et là, je me suis dit, tiens, là, je tiens quelque chose. Il y avait des poètes dans les années 1912-1916 aux Comores euh, qu'on appelle Mbanzi Mundej, donc littéralement poètes ambulants. C'était des vagabonds qui débarquaient dans les places publiques. Les places publiques, c'est des lieux où les gens se réunissent pour discuter. Et parce qu'on n'a pas de bar chez nous, donc on n'a que des places où on se retrouve tous pour parler de tout et de rien. Ici, l'islam est diabolisé. Vraiment, c'est un truc grave. Mais en fait, l'islam chez nous, ça fait partie de la culture. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien de mal. Enfin, moi, j'ai lu le Coran 3 fois, je ne suis pas terroriste, quoi. Vous voyez, donc, c'est un truc normal chez nous. Nous, l'islam, c'est normal. Quand je suis arrivé de La Réunion à Paris, euh, j'étais, euh, j'étais, oui, choqué. C'était le mot, parce qu'à La Réunion, on a un islam, par exemple, qui est très, très tolérant. La Réunion, il faut savoir, c'est un endroit où pendant le mois de Ramadan, dans le centre-ville, il y a une très grande table régulièrement qui est mise pour que tout le monde vienne manger. C'est-à-dire, euh, tout le monde s'arrête et mange avec. On ne sait pas qui est musulman et qui ne l'est pas, on s'en moque. C'est-à-dire que pendant le ramadan, c'est une période de partage et tout le monde s'arrête pour manger. À La Réunion, on n'a pas des problèmes de religion, de couleur, de tout ça. Enfin, on a d'autres problèmes, hein. Il y a un peu de rejet, je disais tout à l'heure, les Mahorais qui ne sont pas toujours acceptés, les Comoriens. Il y a toujours des histoires parce qu'il y a beaucoup de communautés. Mais il y a énormément d'amour, de paix, de vivre ensemble. L'anecdote, c'était que pendant les attentats de 2015, moi j'étais à La Réunion. Euh, euh, donc tu apprends ça, c'est horrible, c'est très grave, mais, mais tu es un peu éloigné. À La Réunion, c'est une France, mais c'est une autre France. Tu n'as pas les mêmes problèmes qu'ici, tu ne vis pas les choses de l'intérieur. Et quand tu arrives ici, tu ressens. Là, je suis arrivé à Paris et j'ai compris que je m'appelais Mohamed. C'est ça. Mon prénom a pris un sens à Paris. Tu apprends, tu t'appelles Mohamed et que c'est un problème. Oui, c'est connoté, c'est Mohamed, musulman,
euh, danger, euh, tu dois faire profil bas, tu dois montrer patte blanche, tu- et tout ça. Et quand on te dit pas, quand on te rejette pas, on te fait des compliments très très mal placés, comme t'as pas une tête de Mohamed. Et puis c'est quoi une tête de Mohamed? Barbu, chauve, Allah Akbar, c'est quoi? Enfin, tu vois, euh, donc c'est vraiment, oui, oui, très compliqué ici d'évoquer le rapport à la religion en France. Je suis une personne très optimiste euh, et j'adore l'aventure. Je ne me plains pas. Je suis arrivé à Paris un mois de décembre. C'était la joie. Il pleuvait et tout. Donc évidemment, tu prends une claque quand tu arrives, tu changes de climat et tout. Mais j'étais très heureux de savoir. Je me rappelle la première chose que j'ai faite, c'est regarder toutes les scènes slam qu'il y a à Paris. J'étais impressionné. Alors, quand je suis arrivé à Paris, j'ai pas tout de suite habité à Paris. Je suis arrivé à Savigny-sur-Orge. J'avais un appartement à Savigny-sur-Orge. Et pour l'anecdote, je cherchais à Paris, mais c'était très cher. Je ne pouvais pas trouver un appartement à Paris. Donc, j'ai trouvé un appartement en banlieue parisienne, à Savigny-sur-Orge. Et tous les soirs, je venais à une scène slam à Paris. Et c'est très marrant parce que je pouvais me retrouver dehors à 2 heures du matin à essayer de rentrer chez moi, être en galère. J'avais pas encore beaucoup d'argent pour prendre un Uber à l'époque. Donc, tu prends des bus, tu passes du RERC à je ne sais quoi. Donc, c'était des aventures qui m'ont marqué. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de vraiment de m'installer à Paris parce que j'avais envie de sortir le soir. Je ne suis pas venu ici pour rester à la maison. Donc, j'avais envie de sortir le soir. Il fallait que je sois à Paris, intramuros, pour pouvoir euh, partir facilement. Et du coup, très rapidement, je me suis installé à Paris et j'ai sillonné toutes les scènes ouvertes de Paris. Et pour répondre à la question, c'était différent. Oui, oui, c'est très, très compliqué de se faire une place dans la scène parisienne. Paris, c'est qu'il y a de tout. Tu as beaucoup de slameurs français qui slament qu'en français, mais qui ont des superbes textes. Mais tu as aussi des gens qui viennent de partout, français d'origine autre. Je me rappelle une des premières scènes que j'ai faites, c'était le Downtown Café dans le 11e. Et j'ai découvert des mecs déjà, ça fait partie des pionniers du slam français, des anciens qui viennent, plus des jeunes qui s'y connaissent bien. Je suis allé dans cette scène. Bah, du coup, je regardais sur Internet, il y avait une scène ouverte à tel endroit, et ben j'y vais. J'ai ouvert la porte, c'était bondé, c'est un petit bar bondé. T'es intimidé parce qu'il y a trop de monde. T'entends ce qui se passe, ils sont très forts. Et ben tu restes à côté, t'écoutes, tu fais rien. T'écoutes, premier soir, j'écoute, je prends des claques. Ce que j'adore quand je vais dans une scène ou dans un concert, je sors de là, que je suis inspiré. Ben, je suis sorti de là, j'avais la tête pleine d'idées parce que c'était trop beau, ils étaient trop forts. Et je suis rentré chez moi et j'ai eu envie de retourner dans cette scène, tout en faisant les autres. Je suis retourné à cette scène, pardon. Là, j'ai pu me faire une petite place, je suis arrivé à l'heure. Tu comprends qu'il faut venir 1 heure avant, tu t'inscris pour avoir une chance de passer parce qu'il y a trop de monde. Et donc, j'arrive 1 heure avant, bah, il faut attendre, donc il faut consommer et discuter avec les gens, tu sociabilises, tu es obligé. À Paris, pas facile au début. Euh, mais c'était aussi une scène plutôt cool, donc j'ai pas eu du mal à créer des liens. Et je suis arrivé et il y avait des personnes qui aussi racontaient des histoires d'ailleurs, des personnes qui me ressemblaient. Et je me rappelle d'une fille qui s'appelle Saba, qui est incroyable, qui a fait un texte où elle parlait de ses origines, de sa mamie, de l'Éthiopie, si je ne dis pas de bêtises. Et, et je me suis retrouvé dans son discours parce que vraiment, quand elle prête la voix à sa mamie qui lui parle, qui lui dit, bah, je sais pas moi, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que des choses comme ça, vraiment qui sont propres à nos cultures. Et c'était très, très fort. Et bah, ça m'a donné envie d'exister en tant que mot, absoir et de faire de la poésie qui me ressemble. Même quand j'écris en français, j'ai l'impression que je réfléchis en comorien. La première fois que j'ai fait ce texte, c'était une scène très, très, très chaleureuse, très humaine. C'est ce que j'ai aimé. D'ailleurs, ces gens-là ont changé pas mal d'endroits, mais je les ai toujours suivis parce que c'est devenu une famille aujourd'hui. C'est des gens qu'on voit partout qui m'invitent dans des événements où je fais partie d'un groupe avec des personnes qui ont plus d'expérience. Donc, quand tu arrives là, la première fois, quand tu payes du slam la première fois chez eux, ben, on fait un vœu. Ils disent pour la première fois, quand on te présente déjà, tu sais que c'est toi parce qu'il y a une manière de te présenter à chaque fois. On l'adapte selon la personne. Et j'ai compris qu'il s'agissait de moi, le tout nouveau,
Et donc, les gens peuvent faire un vœu. Et du coup, quand j'ai expliqué mon univers, ils disent, tu viens des Comores. Moi, c'est important de dire toujours d'où je viens. Dans l'univers artistique, c'est pas, on me voit en tant que tel. Là, c'est mettre dans une case, mais dans ma manière d'exister en tant qu'artiste, je pars d'un endroit, d'une histoire, d'une culture, et donc je pars des Comores. Et ils m'ont présenté comme ça, et je suis arrivé, et j'ai fait mon premier slam. Et quand tu finis, et que les gens t'applaudissent, quand tu vois que ça a marché, tu as l'impression d'avoir réussi ta vie. C'est différents types de scène slam. La scène ouverte, là, tu arrives, tu t'inscris, tu attends ton tour. Il y a toujours des pauses. Tu attends. Si tu es arrivé avant, tu feras partie de la première partie, où il y a une pause et tu feras partie de la deuxième. En général, tout le monde veut passer à la première partie. C'est comme ça si on veut partir. Voilà. Mais le slam, il vient des concours aussi. Tu posais tout à l'heure la question de combien de temps ça dure. Bah, en fait, le slam vient d'un concours. Au début, quand on a commencé à en faire, c'était un concours. Donc, tu as 3 minutes 10 secondes maximum. C'est un temps additionnel qu'on te permet d'avoir. Donc, tu as 3 minutes pour faire ton texte. Il n'y a pas de déguisement. Il n'y a pas il y a pas d'instrument. Tu viens, toi, ta voix, tu t'exprimes. Ça, c'est le concours. Et puis, il y a des jurys qui notent ta performance. Mais dans les scènes ouvertes, on essaie aussi de garder 3 minutes 10. Tu ne dépasses pas trop, sinon tout le monde va faire 10 minutes. Les autres ne passeront pas. Mais en gros, voilà, si c'est une scène ouverte, c'est la question, c'est sur la scène ouverte. Tu arrives, tu poses des questions, tu arrives, tu t'inscris, tu montes sur scène, tu essaies de tenir 3 minutes. Donc, on te donne 10 secondes en plus. 3 minutes, 10 secondes et tu fais ton texte. Et en général, les gens t'applaudissent, mais c'est sûr que si tu fais un meilleur texte, tu verras, il y a une différence entre si ton texte a plu à tout le monde ou si on t'applaudit juste pour être gentil. Ça, tu vas le ressentir. Je continue à jouer un peu à l'étranger. Je fais aujourd'hui moins de scènes à Paris parce que je privilégie les ateliers. Je fais beaucoup d'ateliers. Je me suis rendu au début, j'adore encore la scène, hein, mais je fais ça pour partager des moments. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je partage des moments assez chaleureux, plus forts en atelier que sur scène, même si la scène, c'est incroyable, ça fait rêver. Donc, j'alterne entre les deux. Aujourd'hui, j'ai aussi un métier d'éducateur à côté, parce que j'ai toujours été périodique. Je travaille à côté, puis je prends 6 mois où je voyage, où je rentre à La Réunion, où j'anime des ateliers dans différents pays, où je participe à des festivals. Voilà, j'ai toujours été. C'est mon équilibre. Je suis très bien. J'étais à 2 doigts d'être intermittent de spectacle. Je me suis rendu compte que j'ai pas trop envie de faire ça. Donc, je garde un équilibre entre mon boulot à côté et la période artistique. Je me fais euh, assez d'argent pour être tranquille. Pas beaucoup, je suis pas riche, mais juste suffisamment pour vivre et garder cet équilibre-là. J'ai aussi besoin d'être bien. J'ai pas besoin de faire des scènes pour faire des scènes. Donc, je fonctionne comme ça pour l'instant. J'anime des ateliers. Un atelier, c'est un moment où tu vas dans un lieu quelconque, où tu es invité, où tu rencontres un public, vous partagez. C'est un moment, on peut dire, d'apprentissage. Mais j'aime dire atelier dans l'idée qu'on échange. C'est un moment d'apprentissage. Chacun, moi, je vais apprendre, je vais me partager. J'aime pas apprendre parce que j'aime pas l'idée, je suis pas un maître. Je partage mon expérience avec des personnes intéressées qui vont apprendre, découvrir la pratique qu'est le slam. Je leur partage ma manière de faire, mon parcours, et on crée ensemble des textes qu'on va faire en restitution auprès de la personne ou de la structure qui nous a programmés. J'aime bien faire les restitutions. Et là-dedans, j'ai eu la chance d'intervenir dans des prisons, dans des foyers pour femmes isolées, pour femmes, pour jeunes mères, dans des orphelinats. Donc, voilà, j'aime l'idée de partir, de voyager et d'échanger autour de la pratique des ateliers. C'est plus intéressant pour moi que les concerts aujourd'hui. Actuellement, je suis plus atelier régulièrement. Je fais toujours des concerts. Je fais plus de concerts à La Réunion, d'ateliers. J'ai des dates régulièrement à La Réunion. C'est pas discutable. J'y vais régulièrement. Et je ne suis pas slameur français dans ma manière d'être, donc je n'ai pas vraiment intérêt à être ici en tant qu'artiste. Je n'existe pas ici. Quand je fais des scènes ici, je fais des scènes en tant que Comorien.
Donc, j'espère que les gens ont bien compris la différence entre les Comores et la Réunion parce qu'ils pourraient être un peu dérangés. Je suis comorien, je vis à la Réunion, je me sens aussi réunionnais de par les liens que j'ai créés, de par les liens familiaux aujourd'hui. Les deux font la personne que je suis. Je me complète dans ces deux univers. Et donc, mon travail, c'est entre les Comores et la Réunion et ça ne changera jamais, j'espère. Et pour projet actuellement, je suis en train d'écrire un nouveau projet que je présenterai quand il sera prêt. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas besoin qu'on dise ouais, tu nous as dit que tu as ça, mais je vais à mon rythme. Je suis une personne qui prend son temps, qui va à son rythme. Et les ateliers me permettent de prendre mon temps pour les scènes parce que je continue à travailler sans pression. Quand on part de notre zone de confort, on se rend compte de la chance qu'on avait et de ce qui nous manque. Moi, oui, la Réunion m'a appris à être comorien parce que c'est comme je disais, c'est l'endroit où j'ai appris à aimer ma culture. J'ai appris à comprendre qu'on m'avait jamais parlé d'esclavage et que c'est très violent qu'on m'enlève une partie de mon histoire. J'ai appris qu'on m'a pas appris à aimer la musique traditionnelle comorienne alors que je l'aime, elle est belle. J'ai appris qu'on m'a pas appris à manger comorien, à être fier d'être comorien, aimer tout ça. Et la Réunion m'a appris à être fier de tout ça parce que les Réunionnais comme moi, je côtoie, attention, on n'a pas tous la même lecture. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des Réunionnais qui aiment leur culture, qui aiment leur langue, qui parlent créole, qui l'écrivent. J'ai appris à parler créole, j'ai appris à l'écrire. J'ai gagné un prix de poésie créole qui discernait à la meilleure performance d'une soirée autour de la langue créole. En tant que Comorien, quand tu apprends une langue, tu la parles, tu l'écris, tu la partages et tu es récompensé face aux personnes originaires du lieu en question. C'est la plus belle preuve d'amour que la Réunion pouvait m'apporter. Et je pense que j'aime cette culture-là et elle me le rend bien. Donc, je suis en ce sens comorien parce que la Réunion me permet d'exister en tant que Comorien. Mais aussi parce qu'il y a une grosse communauté comorienne à la Réunion qui malheureusement n'est pas toujours reconnue comme réunionnaise contrairement aux autres. Et donc, cette phrase, c'est aussi une manière de dire que je suis réunionnais aussi en tant que Comorien, que vous le vouliez ou pas. C'est pas pour moi, c'est pour représenter tout ce qu'on invisibilise. Pas genre je suis le représentant, juste qu'à travers le peu de paroles que je peux avoir, le peu de visibilité, j'ai envie d'exister pas tout seul, mais avec les miens, parce qu'ils sont aussi à leur place. Cet épisode a été produit aux studios Condorcet à Paris, en France. Pour cet épisode, nous avons eu le plaisir d'être accompagnés en production et édition par Victor Escorin, Tata Baquero dans le contenu et réseaux sociaux. Merci à Milou pour sa belle voix pour l'intro et moi, Charlie, dans la production et direction. Merci beaucoup pour l'écoute. Si vous aimez Historias con Acento, n'hésitez pas à les partager avec vos amis et familles. Ça va nous aider à toucher plus de personnes ainsi que moi voir toujours de meilleures histoires. Merci beaucoup, à bientôt. Quand le départ germe dans ta tête, quand un goût de gerbe te fait la fête, quand le vent te gargouille en manque de tchèp, quand la misère te chuchote que tu fais tchèp, ta vie est ton jeu, le vide te tient en joue, t'es à vide étendu, tu ne tiendras plus ton jour, ta misère est tendue, tu n'tendras pas l'autre jour, ce n'est plus le temps d'attendrir, on ne peut plus t'entendre rire. Unai ujali liangamweleo wanyonya jiwari milari leme wabatanisi ya sariinyalia lekotira wareme ya wangu mola wajori libazo tsihuya kiyama katsiye mibacho zinura uzama warinya misana hunure rungama karendo chamago